Bonjour, moi c'est Émilie Brigand. Moi, c'est Adeline Gaden. On est toutes les deux journalistes, passionnées entre autres par la psychologie et par la méditation. Et les podcasts. Et les podcasts. Et notre rencontre avec David Sorin, d'abord en tant qu'homme, puis en tant qu'enseignant en méditation, nous a interrogés, scotchés. Le mec est tellement serein, sympa, drôle, humble, ancré. T'es à côté de lui, t'es apaisé, t'as l'impression qu'il te donne de la lumière. T'as l'impression que t'es assise devant la mer. Alors il fallait qu'on le fasse parler pour percer son mystère. Or, on a découvert qu'il partait de très loin. Il était loin d'avoir les meilleures cartes en main. Abandonné par sa mère, puis adopté, mais confronté à la violence dans son nouveau foyer, on s'est dit que ce parcours semé d'embûches et qui pourtant l'a conduit à une si grande sérénité, méritait d'être raconté. Alors aujourd'hui, on est tous les trois fiers de vous proposer Juste assis devant la mer. Dans chaque podcast, Un bout d'histoire, plus un enseignement sur la psychologie bouddhiste et une pratique de méditation guidée. Je souhaite que ça soit inspirant pour vous. c'est si bien dit. Dans ce 8e épisode de la série de podcasts Juste assis devant la mer, nous allons parler d'une manière originale d'employer la méditation. Comme vous le savez déjà peut-être, de nombreux thérapeutes, dont des médecins, considèrent la méditation comme un outil thérapeutique. Pour David Sorin, ça ne fait pas de doute, c'est un puissant outil thérapeutique. Alors nous allons découvrir dans cet épisode ce qui se cache derrière l'acronyme TPM. Je m'appelle David Sorin, je suis enseignant en méditation, thérapeute par la méditation et cheminant spirituel. J'essaie de suivre les conseils de Bouddha pour évoluer et mieux aider les autres. Alors David, nous avons déjà évoqué dans des épisodes précédents cette TPM, cette thérapie par la méditation. Donc c'est une méthode que vous avez créée avec votre compagne Barbara. Et vous l'utilisez notamment pour accompagner des personnes anxieuses. Mais tout d'abord, dites-nous comment vous en êtes arrivé à cette méthode. Eh bien, ça s'est fait tout naturellement quand j'ai commencé à donner des cours de méditation à des groupes. Je tenais à être accessible aux élèves, donc qu'ils pouvaient m'écrire ou venir me voir en tête-à-tête. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre ou dévoiler en public. Donc il y avait cette nécessité de se retrouver en tête-à-tête. Et tout naturellement, j'ai utilisé les enseignements de Bouddha, les méditations, guidées donc en tête-à-tête, en cabinet, et puis les pratiques post-méditatives pour essayer d'aider les gens. Petit à petit, c'est devenu... Les pratiques post-méditatives, c'est-à-dire ? Oui, c'est un terme bouddhiste qui désigne les petites astuces qu'on va utiliser dans le quotidien. Oui, vous avez un exemple ? Par exemple, si on a l'habitude d'être un petit peu prétentieux, orgueilleux peut-être, ou de toujours avoir raison, eh bien... Très français. Peut-être. On le dit. Eh bien, on va essayer de prendre le contre-pied de cette habitude et au quotidien, on va essayer de donner la victoire à l'autre. Okay. Dans une discussion, une dispute, on va laisser l'autre avoir raison. Et nous, on va travailler notre orgueil. D'accord, donc on va le faire artificiellement et puis petit à petit, soigner cette prétention un peu excessive. Oui, et ça, bien sûr, en association avec les enseignements sur l'orgueil, l'humilité, l'ego, et puis les méditations. Donc il y a vraiment toujours ces trois aspects-là, hein. Enseignement pour la compréhension intellectuelle, méditation pour l'intégration et la pacification intérieure, et pratique post-méditative pour appliquer au quotidien et vraiment transformer notre vie. C'était il y a combien d'années que vous avez commencé à recevoir comme ça, en tête-à-tête, des élèves pour... Oui, il me semble que c'était en 2015. D'accord. Et petit à petit, je me suis aperçu de la grande efficacité de la méthode, donc de recevoir des personnes en individuel. J'ai écrit, j'ai modélisé des protocoles adaptés à différentes pathologies, comme l'anxiété, par exemple, ou l'éco-anxiété.
Et puis je les ai ajustés, je continue de les ajuster d'ailleurs, et j'ai commencé à transmettre tout cela à des élèves qui sont devenus praticiens en méditation eux aussi. Donc d'autres thérapeutes par la méditation. Voilà, ils ont D'accord. terminé un long cursus et ils exercent. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes qui pratiquaient la thérapie par la méditation et recevaient des personnes comme ça en individuel Disons qu'on est 6. D'accord. Voilà. Certains le font à temps plein, d'autres à temps partiel. D'accord. Je me souviens, vous m'aviez parlé aussi peut-être d'un psychologue qui aussi il vous avait poussé dans cette direction. Oui. Aubert Halal, qui est psychologue à Paris et auteur, psychologue intégratif, ouvert à la spiritualité. Il associe différents types d'approches pour aider les gens. Et donc il m'a encouragé à aller dans ce sens-là, à développer vraiment une thérapie par la méditation. Donc il a fallu réorganiser. Vous étiez un peu frileux au début, vous n'osiez pas, et c'est lui qui vous a... Oui, il m'a incité, il m'a poussé, il m'a encouragé. Je le remercie, j'ai beaucoup de gratitude pour lui. Je le lui dis de temps en temps, il faudra que je le lui rappelle encore. Merci Aubert. Et donc, petit à petit, c'est devenu vraiment quelque chose de structuré avec des principes, des protocoles. 90 méditations différentes qu'on peut panacher entre elles. Et ça a un effet thérapeutique extraordinaire qui me surprend moi-même, souvent. Est-ce que vous-même avez suivi une thérapie autrement que par la thérapie par la méditation ? Ça m'est déjà arrivé 2 fois dans ma vie d'aller voir un psy, des périodes difficiles, mais globalement c'est vraiment la pratique du dharma, c'est-à-dire les enseignements de Bouddha, qui ont été mon cheminement intérieur, quoi. Et c'était quel genre de thérapie ? C'était vous avez rencontré des psychologues, c'était assez classique ? Oui, j'ai fait un petit peu d'hypnose il y a longtemps, et puis D'accord. psychologue classique, ouais, c'est ça. Ou Aubert Halal d'ailleurs, qui est un psychologue intégratif, on peut dire. Est-ce que vous avez rencontré des barrières du côté de certains thérapeutes, voire des opposants, qui nieraient en fait ce mélange entre la méditation et la thérapie Alors, pas directement ou assez peu. Il y a une certaine ouverture, mais c'est vrai que traditionnellement, beaucoup de thérapeutes étaient opposés au mélange de la spiritualité et de la thérapie. Il me semble que pour beaucoup de thérapeutes, il y avait vraiment une barrière infranchissable entre spiritualité et thérapie. Avec l'aide de Aubert Halal, on a balayé ce mur. En fait, thérapie et spiritualité, c'est le même mouvement. C'est un mouvement de libération intérieure. Même si, précisons-le, quand on vient vous voir pendant ces séances de thérapie par la méditation, on n'en ressort pas bouddhiste. Oh non, pas du tout. Non. Les enseignements sont utilisés au final dans une approche laïque. C'est complètement laïque, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de croyance. Tout est tourné vers le bonheur de la personne. La personne a le choix d'utiliser ou pas les méthodes. Et il m'arrive de recevoir des musulmans, des chrétiens, et ils y trouvent leur compte. C'est une spiritualité universelle finalement, c'est du bon sens. Voilà. Et ça fonctionne, ça nous libère, ça nous rend plus heureux, donc c'est merveilleux. Est-ce que vous pensez quand même que cette méthode, cette thérapie par la méditation a des limites ? Est-ce qu'elle a des limites ? Il arrive parfois que des personnes aient besoin de médicaments. Alors je leur recommande d'aller voir un médecin ou un psychiatre et de prendre des médicaments. J'ai rien contre. À certains moments, c'est vraiment utile de prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs, des antipsychotiques. Ça a son utilité, mais il faut en parallèle poursuivre un travail psychothérapeutique, c'est indispensable. Qui peut s'intéresser et se former à cette thérapie par la méditation ? Est-ce que ça va être par exemple des sophrologues, je
je sais pas, des naturopathes, enfin, est-ce qu'il y a un profil de personne qui peut ajouter cet outil à sa pratique? Alors, quand je recrute mes futurs élèves, il y a un petit recrutement quand même. J'ai juste 2 critères. Il faut qu'ils soient méditants, il faut qu'ils y croient, il faut qu'ils aient expérimenté ça sur eux-mêmes, et il faut qu'ils aient du bon cœur. Il faut qu'ils aient envie d'aider les autres, tout simplement. Ça nécessite aussi une certaine faculté intellectuelle, parce qu'il y a quand même certaines choses fines et assez complexes à comprendre pour pratiquer la thérapie par la méditation. Mais voilà, du bon cœur, de la méditation. Et l'enseignement Et puis, ça le s'étale fait, sur combien de temps? C'est 650 heures, mais ce sont des gens qui savent déjà méditer auparavant, quoi. Et pendant ces 650 heures, ils apprennent en détail les enseignements de Bouddha, les méthodes Les protocoles, comme vous méditatives avez et les dit. protocoles. Voilà. Mhm. Comment, face à une problématique, utiliser les méditations, les enseignements, les pratiques post-méditatives pour aider la personne. Comment s'enchaînent les choses, comment panacher les différents éléments et vérifier que ça fonctionne. Alors, c'est tout un métier quand même, hein. C'est assez complexe. 650 heures, effectivement, Ouais. ouais, C'est passionnant. c'est une longue formation. Puis pendant la formation, on travaille sur soi-même aussi. Parce qu'il n'est pas concevable qu'un thérapeute par la méditation ou un enseignant en méditation puisse pratiquer sans avoir fait un profond travail sur lui-même, quoi. C'est vraiment indispensable, ça. Dans ma première question, j'évoquais l'anxiété. Est-ce que c'est une problématique qui revient très souvent? En plus, on vient de traverser une période voilà, compliquée au niveau de toute la société et puis même Oui. au niveau mondial. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques aussi qui ressortent beaucoup dans les personnes que vous recevez? Alors, il y a la perte de sens. Parfois, les personnes se demandent ce qu'elles font là. Il y a la dépression, qui est une perte d'énergie, une tristesse, un besoin d'amour aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des personnes qui vont vers le burn-out ou qui ont fait un burn-out. C'est assez fréquent, ça, comme problème. Alors, quand elles viennent me voir avant le burn-out, là, c'est extraordinaire. Si vous avez l'impression d'être en épuisement professionnel, vous qui nous écoutez, allez vite voir un thérapeute avant de faire un burn-out. Parce que le burn-out, c'est quand même un choc physique et psychologique important. C'est quoi alors les signes avant-coureurs avant qu'il soit trop tard? Oui, alors les signes avant le burn-out, vraiment quand on est en pré-burn-out, on travaille excessivement, notre entourage nous le dit. Quand on travaille 15, 18, voire 20 heures par jour même, c'est excessif, ça ne peut pas durer comme ça longtemps. Donc il y a un épuisement physique, psychique, avec une difficulté à se concentrer. Il y a souvent des larmes, des pleurs comme ça, apparemment sans raison. On se sent débordé, on a l'impression de faire beaucoup d'erreurs, de ne pas parvenir à accomplir toutes nos tâches. On a l'impression de ne pas être à la hauteur, de devoir en faire des tonnes et des tonnes pour arriver à atteindre des objectifs toujours inatteignables. Et puis les nuits sont très courtes en général. C'est 3 heures, 4 heures de sommeil. Généralement, l'entourage voit ce qui est en train de se passer, mais la personne elle-même est comme poussée à travailler toujours plus. Donc là, c'est vraiment le moment de ralentir, d'arrêter, de prendre soin de soi. Et parfois, c'est l'amour de l'entourage qui va sauver la personne. J'ai souvent vu des exemples comme ça c'est un enfant, c'est une parole d'enfant en fait, qui va dire à sa maman Maman, je te reconnais plus. Où est passée ma maman? Et là, quelquefois, ça fait vraiment un choc et la maman se réveille un peu et se dit Mon Dieu, mais le plus important, c'est mon enfant. Je vais arrêter de m'épuiser au travail et je vais prendre soin
ce qui est le plus important pour moi finalement. Dans le bouddhisme, parce qu'effectivement on parle souvent de hiérarchie, d'apprendre à hiérarchiser, hein, et dans le travail c'est très important, et puis justement entre le travail, les activités personnelles, etc., il faut hiérarchiser. Dans le bouddhisme on parle de ça, Oui, il y a ce qu'on appelle l'esprit consciencieux. L'esprit consciencieux, ça consiste à chérir ce qui rend heureux. Voilà, chérir la vertu. La vertu, le cercle vertueux, c'est ce qui fait du bien, ce qui rend heureux. Alors, on a vraiment besoin d'avoir ça à l'esprit. Est-ce que dans notre vie, nous chérissons ce qui nous rend heureux et rend heureux notre entourage ? Par exemple, il est certain que si nous chérissons les ruminations et les pensées anxieuses, si on les entretient, si on les cultive, si on nourrit les ruminations ou les pensées anxieuses, eh bien nous ne chérissons pas ce qui est positif. Alors, chérir ce qui est positif, c'est prendre soin de l'amour, des relations harmonieuses, de la présence à l'instant, prendre soin de la pureté de notre esprit et essayer de cultiver tous les états d'esprit positifs qui contribuent à notre bonheur. Et vous pensez qu'il y a des éléments dans notre société justement qui vont pousser beaucoup de personnes au burn-out c'est quoi ? C'est la performance ou c'est la compétition dans laquelle on nous met dès l'enfance Oui, voilà, ce sont deux bons exemples. La compétition ne consiste pas à chérir ce qui est positif. Ça consiste juste à être face à un adversaire, un concurrent. On est face à un concurrent en fait. Et du point de vue bouddhiste, c'est pas une façon judicieuse d'être heureux, ou du moins, ça risque de mal tourner à un moment donné. On se disait tout à l'heure que il y a eu longtemps une opposition entre spiritualité et thérapie, hein, qu'elle commence quand même à s'effacer, il y a plus de portes qui s'ouvrent. Oui. Et est-ce que dans le bouddhisme traditionnel, on accueille la thérapie ? Est-ce que vous, quand vous étiez en Thaïlande et que vous avez justement découvert le bouddhisme ou au Népal, vous avez vu des approches thérapeutiques, peut-être de la part de moines Oui, en fait, après les enseignements, les personnes qui ont assisté aux méditations, aux enseignements, ils peuvent aller voir le moine, le maître, enfin ils peuvent demander une audience en tout cas, et puis le moine va écouter la personne, c'est ce qu'on fait en thérapie. Il va lui poser des questions pour essayer de l'amener à trouver les réponses en elle-même, c'est ce qu'on fait en thérapie aussi. Et puis il va lui proposer des méditations pour l'aider là où elle en est. Et c'est ce qu'on fait aussi en thérapie. Il lui proposera même des pratiques post-méditatives pour essayer d'installer les transformations intérieures au quotidien. Je me souviens par exemple d'une personne que j'avais vue dans un temple bouddhiste. Elle donnait des choses à tout le monde. Alors, elle donnait à manger aux oiseaux, elle donnait à manger aux poissons, elle donnait de l'argent aux mendiants, elle donnait sa part de gâteau, elle passait sa journée à donner des choses aux autres. Alors, je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu donnes tout le temps des choses aux autres toute la journée ? Et elle me dit, c'est le moine qui m'a proposé de faire ça pour prendre le contre-pied de mon auto-préoccupation. Donc une pratique post-méditative, comme voilà, vous disiez c'est ce qu'elle faisait. Ouais. Donc, Bouddha, si on regarde bien, si on lit bien ses enseignements, était un thérapeute. Il enseignait des méthodes thérapeutiques qui parfois ont été prises sous un angle religieux, rituel, mais ça peut aussi être lu, compris, sous un angle purement thérapeutique, tel que ça peut s'appliquer en cabinet, là, dans notre monde contemporain, et c'est très très aidant, c'est révolutionnaire dans le monde de la thérapie, à mon sens. C'est révolutionnaire, et alors est-ce que c'est rapide dans cette société où on veut que tout aille vite, on veut vite guérir. Est-ce que la thérapie par la méditation apporte des résultats rapides ou est-ce que c'est se tromper d'entrée de jeu, d'en attendre des résultats trop rapides ? Il arrive qu'on ait des résultats rapides, mais ce n'est pas vraiment le but d'aller vite.
il faut du temps, il faut de la maturation, il faut du temps pour intégrer les choses. Mais pourtant, il arrive que après quelques semaines, simplement, après 3 séances, il arrive fréquemment que les gens commencent à percevoir un changement. Souvent, ils me disent « Ah, je m'emporte moins, je me sens un peu moins stressé, je commence à ressentir un peu d'apaisement. Ma famille m'a dit « Tiens, tu as l'air plus cool. » Donc ça arrive fréquemment après quelques séances. Et c'est déjà un très très grand bénéfice. Sur certaines pathologies, il arrive qu'il y ait un bénéfice immédiat après Par exemple, 1 ou 2 séances. Je pense à certaines addictions, par exemple. On peut s'en libérer. Je l'ai déjà vu plusieurs fois en 1 séance. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui ont arrêté de fumer en 1 séance. Alors parce qu'elles étaient mûres pour ça, parce que c'était le bon moment, parce qu'elles étaient ouvertes. Voilà, il suffit de, par exemple, fumer une cigarette en pleine conscience pour la recracher tout de suite, de se dire « Mais quelle horreur, mais ça n'a aucun sens, cette affaire-là. Je m'empoisonne. » Mais c'est parce qu'on l'a fait en pleine conscience, en étant pleinement conscient de ce qu'on était en train de s'empoisonner. C'est assez étonnant. Donc c'était vraiment de l'esprit non consciencieux. On sait qu'il y a une addiction physiologique à la nicotine, donc c'est un résultat assez étonnant. Ouais, la force de l'esprit peut accélérer le sevrage. Oui, en effet. Ouais. Après, il faut voir comment la personne va être capable de vivre avec l'inconfort qui est dû justement à l'addiction qu'on pourrait appeler physiologique, quoi. Il va y avoir un inconfort, mais par la pleine présence, par l'apaisement intérieur, elle sera capable de traverser l'inconfort jusqu'à se sevrer complètement. Comment vous voyez l'évolution de cette thérapie par la méditation, sachant que la notion d'impermanence est au cœur du bouddhisme? Est-ce que vous voyez cette thérapie par la méditation comme quelque chose d'évolutif? Est-ce que d'ores et déjà vos élèves qui ont suivi les 650 heures ont apporté des choses nouvelles? Oui, en effet, je vois vraiment ça comme quelque chose d'organique, d'évolutif, de participatif. Et on se réunit encore, hier soir encore, on était ensemble avec les autres thérapeutes par la méditation, on échange nos pratiques, on ajuste certaines choses. Il m'est arrivé par exemple d'abandonner une pratique qui n'était pas pertinente, qui bousculait trop les gens. Il m'est arrivé d'ajuster ou d'associer d'autres pratiques. Autour de vous, les bouddhistes que vous côtoyez, donc, qui cultivent cette idée de l'impermanence, est-ce qu'ils acceptent facilement l'idée d'une évolution dans les pratiques méditatives? Est-ce qu'ils acceptent justement qu'on modifie, qu'on l'adapte? Ou est-ce qu'il y a quand même des petites tendances un peu conservatrices? Est-ce qu'il y aurait une charte à respecter? J'ai un dialogue régulier avec des moines bouddhistes autour de ce sujet. Et pour répondre à votre question, j'ai rencontré les deux opinions parmi les bouddhistes. Certains sont plutôt conservateurs, sont frileux à l'idée de modifier les méthodes ou de les adapter. D'autres sont très ouverts, et c'est la plupart en fait, sont très ouverts. Du moment que ça fait du bien aux gens, du moment que c'est respectueux, que c'est éthique, que c'est transparent, que ça respecte la personne, voilà, ils sont pragmatiques. Du moment que ça fait du bien, voilà, il n'y a aucun problème. Mais j'ai quand même ce dialogue régulier avec des moines, comme pour vérifier la justesse de ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que c'est quand même quelque chose de révolutionnaire, guider des méditations en individuel, en cabinet de thérapie, enseigner en cabinet de thérapie, parce que le thérapeute enseigne à la manière d'un moine bouddhiste, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire dans le monde de la thérapie. Merci David. Alors avant d'écouter la pratique méditative que vous allez nous proposer, la pratique de l'impermanence, je veux tout d'abord encore une fois vous remercier. Merci beaucoup Adeline pour votre belle présence.
C'est très chouette. Merci. Le prochain épisode, le 9e de la série de podcasts Juste assis devant la mer, sera consacré à plusieurs notions, à l'abandon, mais aussi beaucoup à l'ego, une notion très importante dans le bouddhisme. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute et je vous souhaite une bonne méditation. Avant cette méditation, nous pouvons contempler les changements qui sont à l'œuvre à chaque instant dans notre monde. Les saisons changent, les enfants naissent, d'autres personnes décèdent. Tout le monde change d'opinion, d'émotion, d'idées. La société change à chaque instant. Et on a vraiment besoin de se détendre avec cet état naturel des choses, de l'accepter, de prendre en compte l'impermanence des choses pour éviter d'en être froissé, heurté, désorienté. Et au cours de la méditation que nous allons pratiquer maintenant, nous allons essayer de nous détendre avec le changement permanent de toutes les choses, de tous les phénomènes. Je vous propose donc de vous asseoir en posture de méditation, le dos bien droit et les pieds à plat sur le sol. Nous grandissons par le sommet de la tête, les mains simplement déposées sur les cuisses, les épaules plutôt dégagées vers l'arrière. Et nous pouvons commencer par quelques longues et amples respirations en relâchant toutes les tensions sur l'expire. Et sur chaque inspiration, nous pouvons nous réjouir de ce moment précieux pour prendre soin de notre esprit. Nous pouvons alors laisser le souffle reprendre son rythme naturel. Et en commençant par le sommet de la tête, nous pouvons autoriser chaque petit muscle à se détendre. Le cuir chevelu, le front, les paupières, mâchoire. Les épaules peuvent se relâcher, les bras. On peut s'amuser à ressentir nos mains comme si c'était la toute première fois. Prenons le temps également de relâcher le ventre, les organes internes, le diaphragme. Et dans notre poitrine, nous pouvons apprécier la respiration, qui est un changement de chaque instant. Enfin, nous relâchons les jambes et nous pouvons ressentir le contact entre nos pieds et le sol.
Posons alors notre attention sur le va-et-vient de l'air à l'entrée des narines. Cette vie qui nous anime, ce souffle, ces poumons qui se gonflent et se dégonflent, ce cœur qui bat, notre évolution intérieure, tout cela est impermanence. Les saisons qui changent, les personnes qui évoluent, qui s'unissent et se séparent, tout cela est impermanence. Les enfants qui naissent, qui grandissent, les personnes qui mûrissent et les personnes qui décèdent, tout cela est impermanence. L'impermanence des choses est une loi de la nature avec laquelle nous avons besoin de nous détendre, d'en tenir compte. Ainsi, nous pouvons respirer tranquillement et intégrer l'impermanence de tous les phénomènes. Pour terminer, si nous le souhaitons, nous pouvons ouvrir notre bon cœur, contempler dans l'espace devant nous tous les êtres vivants soumis à la loi de l'impermanence. Et nous pouvons leur offrir des flots de lumière et de nectar lumineux, souriants. Puissent-ils tous être heureux, puissent-ils tous être libérés de la souffrance. Et tout l'espace peut se remplir d'un amour bienveillant, souriant. Tout doucement, nous pouvons à notre rythme sortir de la méditation.